40 milliards d'euros d'économies et 20 milliards d'euros de recettes supplémentaires. Voilà le contenu du budget présenté par Michel Barnier ce jeudi, avec un objectif, limiter le déficit. Mais qui va devoir faire ces économies ? Qui va devoir mettre la main à la poche? Et où faut-il mettre en priorité cet argent public qui devient ainsi rare? C'est notre programme cette semaine dans Dimanche en politique. Et pour en parler de ce budget, nous recevons aujourd'hui 3 parlementaires du Puy-de-Dôme. Jean-Marc Boyer, bonjour. Bonjour. Vous êtes sénateur LR du Puy-de-Dôme. Delphine Nigman. Bonsoir. Bonsoir. Bonjour. Bonjour. Vous êtes député MoDem du Puy-de-Dôme. Et puis Nicolas Bonnet, bonjour. Bonjour. Vous êtes député Europe Écologie Les Verts, toujours dans ce même département. Alors, ce projet de loi de finances, il est marqué par 2 intentions. D'un côté, faire des économies. De l'autre, faire rentrer de l'argent supplémentaire. On va écouter d'abord Antoine Armand et Laurent Saint-Martin, respectivement ministre de l'économie et ministre du budget. Nous sommes parfaitement conscients de l'effort qui est demandé à chacun. C'est ni un budget d'austérité, ni un budget de matraquage fiscal, c'est un budget de responsabilité. Nicolas Bonnet, est-ce que vous êtes d'accord? Ça n'est ni un budget d'austérité, ni un budget de matraquage fiscal? C'est pas du matraquage fiscal, ça c'est sûr. Parce qu'effectivement, les plus riches sont un peu mis à contribution, mais assez peu. Par contre, si, c'est un budget d'austérité. Quand on renie sur tout ce qui est les dépenses en matière de sécurité sociale, puisqu'on va moins rembourser, quand on supprime des postes dans l'enseignement, si, c'est clairement de l'austérité. Il y a un choix qui a été fait en termes de proportion, d'aller chercher donc 1 tiers d'économie, 2 tiers d'économie. 2 tiers d'économie. Et 1 tiers de nouvelles recettes. Donc clairement, on voit que c'est d'abord et avant tout l'austérité qui est mise en avant d'aller chercher de nouvelles recettes. Et donc on supprime quand même beaucoup de dépenses et c'est pas ce que j'estime être très juste, ni d'un point de vue social, ni d'un point de vue écologique. Il y avait matière à aller chercher plus de recettes, en allant chercher justement du côté des plus gros pollueurs, des plus fortunés, qui sont parfois les mêmes d'ailleurs, plutôt que d'aller chercher derrière les classes moyennes qui vont devoir du coup payer plus cher, a priori leur mutuelle, via le fait que la Sécu remboursera moins, et pour lesquels en tout cas l'enseignement sera de moins bonne qualité avec moins d'enseignants disponibles. On va rentrer dans le détail dans un instant. Delphine Nigman, vous, 2 tiers d'économie, 1 tiers d'impôts en plus. Est-ce que ça vous paraît être le bon dosage? Alors c'est un dosage qui est quand même équilibré, c'est un budget qui est un budget de responsabilité, un budget qui est aussi perfectible. On a 70 jours à l'Assemblée nationale et au Sénat justement pour amender ce budget, pour apporter des modifications. Le Premier ministre lui-même l'a dit qu'il était perfectible. Il a eu 15 jours pour mettre en œuvre ce budget, ce PLF, un projet de loi de finances. Moi, je serais attentive à le faire évoluer sur certains points. Je pense qu'on y reviendra un petit peu plus tard. Je pense qu'aujourd'hui, il faut être conscient qu'on n'a plus le choix. Il faut se retrousser les manches. On a une dette abyssale. Et quand on le rapporte au nombre, aux habitants, c'est plus de 47 000 € de dette publique par habitant. Donc, on n'a plus le choix. On fonce dans le mur. Et chaque euro qui est dépensé au remboursement des intérêts de la dette, c'est 1 euro de moins pour nos hôpitaux, pour nos enseignants, pour nos soignants, pour nos infrastructures ferroviaires, pour le Clermont-Paris, pour tous ces projets pour le pouvoir d'achat des Français aussi, pour tous ces projets finalement qui font que nous sommes élus pour être responsables aussi. Jean-Marc Boyer, la droite demande depuis des années une réduction de la dépense publique. Là, on est sur 40 milliards d'économies. Est-ce que ça va dans le bon sens pour vous ? Écoutez, je pense qu'avant de parler des économies et des dépenses qui sont proposées aux contribuables, je voudrais juste rappeler 2 choses. Ce budget fait face à 2 crises. Une crise politique d'abord, due à une dissolution, ça n'a échappé à personne, et qui met la France dans une situation qu'on n'a jamais eue, une situation inédite qu'on n'a jamais connue. Deuxièmement, une crise financière qui est énorme, puisque le Premier ministre a découvert une dette abyssale qui est avec la dette qui étrangle complètement le budget de la France. Et aujourd'hui, effectivement, un budget qui est préparé rapidement, mais je crois que le Premier ministre, Michel Barnier, a préparé un budget qui est un budget responsable, équilibré et juste. Et je pense que, et ça a été dit par le ministre de l'Économie et des Finances et son rapporteur, c'est qu'on est sur des mesures qui sont exceptionnelles,
des mesures qui sont temporaires, qui ne vont pas être pérennisées dans le temps, et des mesures qui sont ciblées. Et c'est, je crois, en rentrant dans les détails de ces mesures, qu'on verra effectivement que c'est un budget qui est équilibré et qui permettra... Alors bien sûr, quand on dit un budget équilibré, chacun veut bien qu'il y ait des économies qui soient faites, mais... mais pas chez lui. Surtout chez les autres. Donc, je pense qu'il faut que chacun prenne sa part. Et moi, je me satisfais aujourd'hui qu'enfin, on fasse payer les riches. Parce que c'est ce qui est demandé. Le programme du Front populaire, c'est de faire payer les riches. C'est ce que j'avais compris, 8 milliards d'euros. Donc, c'est important. Et faire payer aussi les gens qui ont des revenus, 250 000 euros pour une personne seule, 500 000 euros. On n'est pas beaucoup autour de cette table à être dans des revenus. Donc, je pense qu'effectivement, c'est des gens qui ont les moyens, qui aujourd'hui vont pouvoir participer un petit peu à l'équilibre de ce budget. Et moi, ça me satisfait. Alors, on va regarder un petit peu dans le détail ce qu'il y a dans ce projet de budget du côté des économies. D'abord, alors, ces économies, elles vont notamment passer par la réduction du nombre de fonctionnaires. 2200 postes doivent être supprimés en 2025. Dans l'éducation nationale, ça va se traduire par 4000 postes d'enseignants en moins. Alors, il y aura des recrutements d'ADSEM dans le même temps, ce qui explique le chiffre des fonctionnaires dont on a parlé auparavant. Les collectivités, elles, devront faire un effort aussi, 5 milliards d'euros d'économies attendues de ce côté. Les retraités aussi, avec le gel pendant 6 mois des pensions. Voilà, il y a aussi des économies prévues sur le remboursement des consultations médicales, par exemple. Delphine Ingman, moins de fonctionnaires, moins d'enseignants, un effort pour les collectivités, un effort pour les retraités. Est-ce que les choix qui ont été faits par Michel Barnier, ils vous semblent pertinents ? Alors certains choix le sont, d'autres méritent d'être revus. Par exemple, sur l'indexation des retraités, je pense qu'on peut moduler en fonction du niveau de pension de retraite. C'est-à-dire qu'on peut étaler ce décalage d'exonération, commencer dès janvier à payer les retraites de ceux qui touchent peu quand même, parce qu'il faut quand même maintenir le pouvoir d'achat des plus modestes. Et puis, au fur et à mesure, jusqu'en juin, effectivement, décaler aux plus grosses retraites. Je partage, moi, l'avis de mon collègue sénateur sur ce budget qui est un budget de justice sociale aussi. Alors, en matière d'éducation, je voudrais quand même rappeler que depuis 2019, le budget de l'éducation nationale a augmenté de 20%. Oui, il y a des réductions de postes, mais c'est un budget qui va avoir des crédits de plus de 800 millions d'euros. Il y a un taux d'encadrement des enfants depuis 2016 qui s'est réduit de 2,2 enfants par classe. On ne peut pas avoir une approche statistique, et ça j'en conviens, sur l'éducation. Mais à un moment, il faut être rationnel, il faut que chacun puisse contribuer à l'effort collectif. Au niveau, moi, ce qui je trouve important aussi, c'est sur les lois d'orientation de programmation. Je parle de la loi militaire, de la loi d'orientation de programmation du ministère de l'Intérieur, de la loi justice. Ces lois-là, elles ne vont pas connaître de rabot, c'est-à-dire qu'elles ne vont pas être revues à la baisse, et c'est une nécessité parce qu'elles constituent le socle de notre sécurité à la fois intérieure et extérieure. Et dernière chose, sur les mobilités, le budget écologie, développement et mobilité durable augmente de près de 3 milliards d'euros. Donc c'est aussi une bonne nouvelle. L'AFIT, l'Agence de financement des infrastructures de transport, voit aussi son budget se stabiliser et non pas réduire. Et enfin, sur les collectivités territoriales, je pense que mon collègue sénateur y reviendra aussi, il y a quand même, malgré tout, des bonnes nouvelles concernant la DGF, la DETR et la DSIL, des dotations de l'État qui sont maintenues, une majoration aussi des dotations de péréquation aux communes, les FRR qui restent aussi maintenus, Fonds de revitalisation rurale. Ce que je veux juste rajouter sur les collectivités territoriales, c'est qu'on a déresponsabilisé les collectivités territoriales depuis des années en leur enlevant une part des recettes. Plus de la moitié des recettes proviennent de l'État. Il faut qu'on change cette façon de voir les choses avec nos collectivités territoriales. Je voudrais entendre Nicolas Bonnet. Alors, la patronne des écologistes, Marine Tondelier, a dit ce matin à propos de ce budget, ils sont en train de raboter tous les derniers remparts à la crise environnementale et sociale. Vous partagez son constat ? Alors, je ne sais pas si elle n'a pas détaillé un peu, j'espère qu'elle a détaillé derrière, mais en tout cas, je ne sais pas si on peut dire tous les remparts. Ce qui est sûr, c'est que quand on parle de façon indifférenciée de dire supprimer un certain nombre de fonctionnaires,
je trouve que ça n'a pas vraiment de sens. En fait, quel fonctionnaire pour quel service public ? Les fonctionnaires, est-ce que ça veut dire qu'on considère toujours qu'il y a des fonctionnaires qui ne servent à rien ? Moi, j'aimerais qu'on me dise lesquels on considère qui ne servent à rien. Est-ce que c'est les fonctionnaires dans l'audiovisuel public ? Est-ce que c'est les fonctionnaires à l'école ? Alors, on n'est pas fonctionnaire dans l'audiovisuel excusez-moi. Bon, est-ce que c'est les fonctionnaires, du coup, dans les hôpitaux ? Est-ce que c'est les fonctionnaires dans la police et la gendarmerie ? Même si peut-être les gendarmes ne sont pas considérés comme fonctionnaires, mais bon. Est-ce que c'est les fonctionnaires dans la justice ? En fait, c'est quels fonctionnaires ? Ou alors est-ce qu'on considère qu'il y a des fonctionnaires cachés dans des bureaux qui ne travaillent pas ? Moi, j'aimerais bien qu'on me dise un peu plus précisément quand même ce qu'on va supprimer comme fonctionnaires, parce qu'en général, c'est quand même associé à des services rendus au public, ce qu'on appelle des services publics, qui sont un peu le patrimoine de ceux qui n'en ont pas, ce qui rendent service à tout le monde, qui créent de l'égalité sociale dans notre pays. Donc ça reste profondément imprécis et ça a tendance effectivement à diminuer, enfin en tout cas à avoir une nuisance sur la justice sociale. Après, je suis d'accord avec des choses qui ont été mentionnées par Delphine, notamment le fait qu'il y ait... Mais ce qui m'embête, c'est que ça a été fait depuis 7 ans par Emmanuel Macron, le fait de supprimer l'autonomie des collectivités locales, c'est vrai. La suppression de la taxe d'habitation, par exemple, c'était une des marges de manœuvre qu'avaient les collectivités locales sur leur autonomie de rentrée fiscale, qui leur permettait justement de pouvoir décider elles-mêmes de ce qu'elles voulaient comme recette et ce qu'elles voulaient faire comme dépenses. Ça a été supprimé. Donc, c'est un problème. Quand aujourd'hui on dit que nos problèmes au niveau de l'État budgétaires sont liés aux collectivités locales, c'est quand même un petit peu... C'est un bouc émissaire facile dans le sens où les collectivités locales ont l'obligation d'être à l'équilibre entre leurs recettes et leurs dépenses. Et cela, ce n'est pas le cas de l'État. Donc en fait, si aujourd'hui il y a un problème, ce n'est pas la faute des collectivités. Les collectivités, quand elles empruntent, c'est toujours par rapport à des ratios de désendettement qui leur sont imposés. Donc en fait, c'est par rapport elles investissent, en tout cas par exemple sur les transports en commun, dans une optique où effectivement elles vont le rembourser progressivement. Et donc en gros, c'est un bouc émissaire facile et je trouve ça un peu dommage qu'on soit engouffré là-dedans. Jean-Marc Poirier, les collectivités vont devoir faire 5 milliards d'euros d'économies. Or, les élus locaux qu'on reçoit très régulièrement dans nos émissions, ils nous disent on n'arrive déjà pas à boucler notre budget, notamment avec la hausse du coût de l'énergie. Est-ce qu'elles doivent contribuer à cette hauteur-là ? Alors, écoutez, je pense qu'il faut regarder dans le détail. Parce que sur ce qui est proposé comme économie au niveau des collectivités territoriales, j'ai lu dans le projet de loi de finances qu'on allait s'adresser aux collectivités qui ont des dépenses de fonctionnement de plus de 40 millions d'euros. Les collectivités qui ont plus de 40 millions d'euros, ça va concerner des grosses communes et ça va concerner des intercommunalités. Il y a peut-être là, voilà, et ça ne concerne pas les petites communes. Et comme l'a dit Delphine, les crédits qui sont attribués dans le cadre de la DETR, dotation d'équipement des territoires ruraux, donc dont j'ai l'honneur de présider avec une collègue en préfecture, je pense que là-dessus, et la DSIL, etc., je pense que c'est des crédits qui vont être maintenus pour les collectivités. Vous savez, moi j'ai été maire pendant 28 ans. J'ai eu à préparer 28 budgets. Et il arrive qu'on ait des choix à faire, des économies à faire, des dépenses qui étaient imprévues à faire. Et la situation dans laquelle se trouve le pays aujourd'hui, je crois qu'il faut que les uns et les autres prennent leurs responsabilités et se disent qu'effectivement, on se retrousse les manches et on essaye de trouver des solutions ensemble. Effectivement, chacun doit prendre sa part dans ce projet de budget. Le Premier ministre l'a dit, il nous l'a redit lorsqu'il est venu au sommet de l'élevage la semaine dernière, où il a annoncé en particulier 75 millions d'euros pour nos agriculteurs, chose qui ne s'était pas produite depuis de très nombreuses années. Donc je crois que là-dessus, il faut absolument qu'on ait des garde-fous qui permettent aux collectivités de conserver leur autonomie fiscale, parce que ça me paraît très important qu'on puisse conserver l'autonomie fiscale des collectivités. Aujourd'hui, lorsque je vois que l'on veut, on voulait retirer l'eau et l'assainissement aux collectivités, le transférer aux intercos. Michel Barnier a annoncé que ce ne serait plus obligatoire, que ça allait être facultatif. Excellente mesure demandée dans tous les départements par énormément d'élus. Ensuite, on a le ZAN, le zéro artificialisation nette, qui coûte énormément à toute l'administration. Donc, je pense que là-dessus, c'est des choses sur lesquelles il faut revenir, que les élus ne supportent plus. Et si vous voulez des mesures d'économie, j'en ai proposé quelques-unes à Michel Barnier, on a en France une quarantaine d'agences. Des agences qui travaillent en conseil pour les communes, pour les départements, pour les régions, pour l'État, la NCT, l'OFB, etc. Si on veut faire des économies, on peut trouver 17 milliards d'euros au niveau des 40 agences qui existent en France. Et donc, je pense que là-dessus, il faut qu'on tape. Et effectivement, c'est des endroits où on peut faire des économies sur tout ce qui est les personnels et tout ce qui est fonctionnaire.
Je vous voyais faire des... C'est qu'en fait, si on supprime des agences, quelque part, c'est pas la question d'ailleurs de supprimer ou pas des agences, c'est de dire quels services on décide d'arrêter. La NCT qui rend des services aux collectivités, est-ce que ça veut dire... parfaitement le faire. Donc dans ce cas-là, ça veut dire qu'on déplace les personnes vers les préfectures si on veut être à ISO-service, et donc on ne réduit pas sensiblement les dépenses, ou alors ça veut dire qu'on considère que dans les préfectures, les gens ne font rien et qu'ils ont le temps de faire ça en plus. Non, mais il n'y a pas de formule magique en fait. Justement, il n'y a pas de solution magique. Soit effectivement, on décide, soit avec moins de personnes, j'ai du mal à penser qu'on fasse autant, voire qu'on fasse plus. Si on supprime du personnel, c'est qu'on fait moins. On peut faire mieux. Voilà. Donc on est sur une question peut-être d'efficacité. Alors, on vient de parler des économies, on va peut-être aussi parler des recettes. 20 milliards d'euros de recettes en plus attendues. Alors là encore, on ne va pas tout vous donner, mais on a d'abord une contribution des entreprises, en particulier des 400 plus grandes entreprises qui devraient rapporter 8 milliards d'euros. Un report de la baisse de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, ça aussi, ça devrait rapporter plusieurs millions. Une baisse des aides à l'apprentissage qui est prévue. Pour ce qui est des particuliers, une contribution exceptionnelle des plus hauts revenus, c'est-à-dire les foyers qui gagnent plus de 500 000 euros par an pour un couple qui doit rapporter 2 milliards. Et puis d'autres pistes comme une taxe sur les rachats d'actions, une hausse de taxes sur l'électricité, un durcissement de l'écotaxe automobile ou encore une hausse des taxes sur les billets d'avion. Delphine Lingman, taxer les plus riches et les grandes entreprises, Emmanuel Macron s'y refusait jusque-là en expliquant que ce serait nuisible à l'économie et à l'attractivité de la France. Est-ce qu'aujourd'hui ça veut dire qu'il faut changer de cap ? Nous, on est pour taxer le capital. En fait, on a toujours, avec mon groupe, porté des amendements dans cet esprit-là. L'amendement sur la taxation des superdividendes qui avait été adopté mais non retenu dans le dernier PLF, projet de loi de finances, c'était nous qui l'avions porté. Donc oui, il faut une meilleure répartition fiscale. Par contre, il y a des choses au niveau de l'attractivité de la France, au niveau des entreprises, où il va falloir être extrêmement vigilant. Moi, je ne suis pas pour taxer toutes les entreprises de toute façon de la même façon. Il va falloir qu'on regarde quels sont les domaines stratégiques. Et en ce qui concerne les aides à l'apprentissage, je pense que le curseur est allé trop loin dans le projet de loi de finances initiale. Je pense que nous, on va déposer en tout cas un amendement, on a déjà travaillé dessus, pour resserrer le dispositif et le concentrer sur les entreprises qui ont moins de moyens que les grands groupes. Les artisans, il y a des bouchers qui ont besoin, par exemple, d'apprentis. Donc, pourquoi supprimer les aides pour nos artisans, pour certaines petites PME, petites entreprises ou PME, pour certains secteurs d'activité aussi, ou pour certains diplômes. Donc, il va falloir qu'on requalifie un petit peu cette baisse et qu'on la réduise, cette baisse pour les contrats d'apprentissage. Autre chose, nous, sur lesquelles on travaille beaucoup, c'est sur les niches. Alors, c'est vrai qu'on sait que derrière chaque niche, il y a un chien qui veille très, très habilement pour pas qu'elle tombe. Nous, on va travailler sur les niches fiscales brunes, notamment, qui favorisent l'utilisation d'énergie fossile, mais aussi sur les niches qui sont en lien avec les aides à domicile, notamment on a trouvé pendant l'été, on a fait une revue de toutes les niches, des niches complètement farfelues. C'est-à-dire quand on va dans une salle de sport, on paye plein pot. Et quand on a un coach sportif à domicile, on est exonéré, on a des crédits d'impôt. Il y a des choses qui sont quand même farfelues en France. Donc, nous, on a fait le nettoyage et on va déposer des amendements dans ce sens. Autre chose qui est importante aussi, sur le volet on va laisser la parole impôt recherche, crédit impôt recherche, je pense que c'est un excellent dispositif qui coûte aujourd'hui 7 milliards d'euros. Oui, il va falloir aussi, non pas le supprimer, mais peut-être resserrer ce dispositif aux entreprises où il y a moins d'innovation, comme par exemple les banques, les assurances, et laisser garder les moyens pour l'industrie où il y a de l'innovation. Merci Delphine Lingman. Nicolas Bonnet, on a une taxe sur les contribuables les plus aisés, sur les entreprises qui réalisent le plus de profits, sur les billets d'avion, sur les véhicules polluants. C'est quasiment un programme de gauche et écologiste. Je ne peux pas dire que... Quand il y a des choses qui sont bien, on va le dire. C'est très bien d'augmenter la taxe effectivement sur l'aérien. C'est très bien aussi de rehausser un petit peu les seuils à partir desquels, au niveau du poids des voitures notamment, ou de leur niveau de pollution, on taxe aussi ces voitures-là. Après, ça rapportera un peu et c'est très bien. Mais il y a aussi beaucoup d'autres choses qui ne sont pas faites. Alors j'ai entendu que Jean-Marc Boyer, à ma droite, était d'accord pour taxer les plus riches. Sauf que ce qui est proposé, c'est un peu temporaire. Il y a beaucoup de mesures qui sont dites, bon, on le fait cette année, mais rassurez-vous, l'année prochaine,
pas de problème, on ne le fera pas, alors qu'on voit que le déficit actuellement, il est structurel. Les besoins, en tout cas en services publics, en investissement de l'État pour la transition écologique, ils sont permanents et le déficit est structurel. Donc il ne faut pas commencer à dire, quand on fait ça, oula, on le fait une année, mais rassurez-vous, on ne le fera pas l'année prochaine. Il faut que ce soit des choses pérennes, et il faut que ça soit à la hauteur des enjeux. J'ai entendu Delphine Lingemann aussi dire qu'elle était d'accord pour taxer le capital. Eh bien, parfait, nous on va aussi proposer des choses par rapport à ça, notamment rétablir l'exit tax, qui fait que ça favorisait le fait que les gens puissent aller faire de l'optimisation fiscale à l'étranger. Supprimer la flat tax, qui faisait qu'en gros on taxait pas pareil les revenus issus des actions des revenus issus du travail. Donc il n'y a pas de raison évidemment qu'il y ait une différence. Sinon ça favorise la rente, ça favorise ceux qui possèdent par rapport à ceux qui travaillent. Donc c'est pas juste. Il y a aussi le rétablissement de l'ISF qui taxe encore une fois ceux qui possèdent. Donc un ISF en plus qui aura un volet climatique. On pourrait, dans un premier temps en tout cas, on rétablit déjà un ISF à partir de ceux qui ont plus de 1 million de patrimoine net. Et on regarde après à travailler sur comment est-ce qu'on pourrait avoir une différenciation par rapport à l'impact de ce capital sur le climat. C'est-à-dire que ce n'est pas pareil d'investir sur les énergies fossiles ou d'investir sur des logements qui sont bien isolés pour faire en sorte que des locataires aient peu de charges énergétiques. Jean-Marc Boyer, du côté des Républicains, vous étiez traditionnellement plutôt opposé aux hausses d'impôts. Est-ce que cette fois, Michel Barnier n'avait pas le choix ? Il n'avait pas le choix. Ça, je pense qu'il faut être réaliste. Je vous expliquais au début la situation dans laquelle nous étions. D'ailleurs, si la gauche est opposée à un moment donné à la nomination de M. Cazeneuve Premier ministre, c'est qu'il sentait bien que la situation n'était pas tenable. Donc, Michel Barnier, aujourd'hui, encore une fois, fait un budget qui est équilibré. Moi, je voudrais simplement souligner quand même que l'ensemble des économies qui peuvent être proposées, et en particulier de taxer, premièrement, les riches, c'est-à-dire au-dessus de 500 000 euros. Je considère qu'effectivement, c'est une mesure qui n'était pas dans notre ADN au niveau des Républicains. Mais face à la situation financière qu'il y a aujourd'hui, il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a que cette solution-là. Et j'espère qu'elle sera votée à l'Assemblée nationale par nos collègues du Front de gauche et LFI aussi, surtout, qui pourront soutenir ces mesures. Des 440 entreprises qui ont un chiffre d'affaires de plus d'1 milliard d'euros, je veux dire, il y a quelques mois, il y avait une tribune dans je ne sais plus quel journal où des chefs d'entreprise de très grosses entreprises avaient dit s'il faut participer à un effort financier pour équilibrer le budget de la France, on est prêt à le faire. C'est extraordinaire. Donc aujourd'hui, le gouvernement Barnier le fait. Je veux dire, qui y aurait pensé, et encore qu'un gouvernement de Michel Barnier, qui est un gouvernement du bloc central, pourrait aujourd'hui proposer ces mesures-là qui vont vraiment dans le sens d'une justice fiscale. Michel Barnier était plutôt classé à droite, globalement. Bien sûr, oui. Oui. Pendant la campagne, il y a des législatives. C'est vrai que c'est surprenant, Jean-Marc, je suis d'accord, parce que pendant la campagne des législatives, on était caricaturés comme étant ceux qui allaient créer de nouveaux impôts, augmenter les impôts, les nouveaux fonds populaires, et on se rend bien compte qu'en fait, finalement, et oui, il fallait le faire, et qu'on est tous d'accord sur le fait qu'il faut le faire, qu'il faut augmenter les impôts. C'est une politique qui allait dans le mur. Une politique qui allait dans le mur, vous le savez. Oui, dans le programme du nouveau Fonds populaire, il y avait quand même aussi 250 milliards d'euros de dépenses supplémentaires. Avec des impôts associés. Moi, ce que je voudrais juste rajouter, c'est quand même que cette responsabilité-là, oui, il est nécessaire de comprendre ce qui s'est passé ces derniers mois, pourquoi on n'a pas réussi à recouvrir les dettes, les recettes qu'on aurait dû recouvrir. Mais ce que je voudrais dire aussi, c'est qu'il n'y a pas eu de budget à l'équilibre en France depuis 50 ans, depuis 1974. Alors là, il ne sera pas à l'équilibre. Depuis Giscard, il n'y a pas eu le budget à l'équilibre. Ça fait 50 ans qu'on vit au-dessus de nos moyens, de droite comme de gauche. La responsabilité, elle est collective. Elle est collective, mais quand même depuis 7 ans, ça a explosé. Collective. Elle Alors est collective, moi, j'ai les chiffres. Désolé. C'est sous la présidence de François Mitterrand où le déficit s'est le plus creusé. Oui. J'ai les chiffres. C'est exact. Je veux bien voir les chiffres parce que mes chiffres, c'est pas cela. C'est le fait que sous Emmanuel Macron, ça explose. D'ailleurs, on le voit bien aujourd'hui. On n'a jamais eu à trouver autant sur un budget. Alors, moi, on n'a jamais eu autant de manquemanents sur un budget. C'est la première fois qu'on doit trouver 60 milliards sur un budget. Je voudrais quand même juste rappeler. Je les ai sous les yeux, si tu veux. Je voudrais juste rappeler quand même que depuis Giscard, Mitterrand, on a vécu une crise de Covid qui a été le quoi qu'il en coûte. Que tout le monde a apprécié, le quoi qu'il en coûte. J'avoue, je ne faisais pas partie des partisans et des soutiens à Emmanuel Macron, mais le quoi qu'il en coûte a été reconnu par tout le monde.
Et aujourd'hui, effectivement, il faut revenir à une situation qui fait que on se retrouve dans une dette de 3 200 milliards. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Et par rapport à ce que disait Delphine au début, un bébé qui naît aujourd'hui, il a déjà 47 000 € de dette sur la tête. Donc, on ne peut pas continuer comme ça. C'est pas possible. C'est pas possible. Juste un dernier point concernant l'écologie, parce que c'est un sujet que Et on va conclure. Fabi connaît bien. Dans ce budget-là, il est prévu plus 2,5 milliards d'euros supplémentaires pour le ministère de la Transition écologique et la rénovation énergétique. Je voulais le souligner parce que c'est un élément important que tu as oublié de souligner. Et Ah ouais, c'est là-dessus oui, j'ai pas qu'on le temps va de tout souligner. finir ce débat, car l'émission touche déjà à sa fin. Ce budget, bien, on va voir ce qu'il va devenir. Il doit commencer à être examiné le 21 octobre à l'Assemblée. Les parlementaires ont 70 jours pour cela. On verra s'il faut passer par un 49.3 ou si l'Assemblée parvient à le voter. Nous, on va vous retrouver la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Dimanche en politique. C'est Cyril Jeunet qui sera à ma place. Il s'intéressera à la viticulture auvergnate, un tout autre sujet. D'ici là, passez un très bon dimanche. À très vite.